Aujourd'hui, le thème de votre conférence est le pacte vert européen. Entre les arcanes institutionnels, les décisions prises à Bruxelles, les questions de pouvoir, de contrôle et de souveraineté sont cruciales. Aujourd'hui, quels sont les problèmes posés à l'Europe et aux États membres? Quelles sont les réponses apportées par l'Europe, par ce pacte vert européen? Et en bon français de France, je vais dire « That is the question ». Merci Martine. Vous m'entendez? Oui. Bien. Alors, je vais vous parler du pacte vert européen qui n'est pas un texte qui aurait été signé à un moment donné avec tout un tas de dispositions, article 1, article 2, etc. Non. Le pacte vert, en réalité, c'est un ensemble de politiques, une stratégie qui ont fait l'objet de plusieurs dizaines de textes, lesquels textes évoluent, sont révisés, sont éventuellement supprimés, donc il est très difficile de dire à un moment donné en quoi consiste exactement le pacte vert. Ce qu'on va essayer de faire, c'est en fixer les objectifs, parce que ça, on peut à peu près les définir. Regardez quel est l'état actuel des travaux engagés sur cette question. Et puis, bien évidemment, mesurer ce qui peut se passer dans l'avenir pour ce pacte vert européen. Ce pacte vert, comme son nom l'indique déjà, c'est un projet, une stratégie visant à faire à l'horizon 2050 du continent européen un continent neutre en carbone. Neutre en carbone, ça veut dire sans d'émettre dans l'atmosphère les gaz à effet de serre qui sont l'une des causes principales du dérèglement climatique. Il n'y a pas que le dérèglement climatique, il y a aussi les questions qui en sont la conséquence, c'est-à-dire l'impact sur la biodiversité, la détérioration des océans, et puis tout simplement l'avenir de l'humanité. L'Europe, dès 1979, a commencé par un petit bout de la lorgnette à regarder les questions d'environnement avec ce qu'on appelle la directive Oiseaux. Donc cette directive qui a été mise en œuvre en 1979 visait à défendre et à sauver les oiseaux sauvages du continent européen. Donc à prendre un certain nombre de mesures sur l'ensemble du continent, en tout cas sur le territoire de l'Union européenne, dans ce domaine-là. Ça a commencé comme ça. À cette époque, l'Union européenne n'avait pas formellement la compétence des questions environnementales. C'est venu après. A commencé par ce qu'on appelle l'acte unique européen, 1986, puis le traité d'Amsterdam, puis le traité de Lisbonne, qui ont donné officiellement compétence à l'Union européenne pour traiter les questions d'environnement, de biodiversité, de dérèglement climatique, etc. Quand on dit donner compétence à l'Union européenne, ça ne veut pas dire que l'Union européenne décide de tout, puisque, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, l'articulation entre l'Union européenne, ses instances dirigeantes, dont la Commission européenne, et les États membres, les relations peuvent être difficiles, conflictuelles. Et tout cela tient aux institutions européennes. L'Union européenne, j'ai déjà eu aussi l'occasion de vous le dire, gouvernement classique. C'est pas une fédération, c'est pas une confédération, c'est un machin qui tourne de façon plus ou moins aléatoire, avec des frontières un peu floues entre les compétences des uns et des autres, donc c'est pas facile de s'y retrouver.
En tout cas, quand on dit l'Union européenne est compétente, ça veut dire qu'elle a vocation à faire des propositions, à établir une orientation qui est fixée par le Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement, et ensuite il faut que les États membres suivent. Alors il y a des sujets sur lesquels il faut l'unanimité. Alors l'unanimité, c'est pas facile à avoir avec les différentes tendances qui existent au niveau des États membres, ou éventuellement la majorité, ce qu'on appelle la majorité qualifiée. Donc on va regarder comment, sur les questions du pacte vert, on... Alors d'abord, on va commencer par quelques éléments de contexte historique. Donc vous avez ici, au démarrage symbolique du pacte vert européen, l'accord de Paris, dont on fête les 10 ans. Donc il y a 10 ans, à Paris, à l'occasion de la COP 21, 193 États ont signé un accord consistant à prendre les mesures nécessaires pour limiter leur pic à pas plus de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors qu'est-ce que c'est que l'ère pré-industrielle? C'est avant qu'on ait commencé à saloper l'atmosphère avec les machines à vapeur, etc. Donc ça veut dire le milieu du 19e siècle. Donc 1,5 degré, pas plus d'augmentation, ça suppose des mesures fortes pour diminuer l'utilisation des énergies fossiles notamment. En 2015, cet accord n'avait pas de caractère contraignant. Et d'ailleurs, même si un accord mondial a un caractère contraignant, qui pour vérifier quelles sanctions si les choses ne se font pas, bref, les collectifs pour que ça marche. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que 10 ans après, non seulement l'objectif de ne pas atteindre à la fin du siècle plus de 1,5 degré de réchauffement, puisqu'on a déjà dépassé les 1,5 degrés. La bonne nouvelle, c'est qu'en 2015, les experts du climat prévoyaient que sans mesures prises pour limiter le réchauffement, on atteindrait à la fin du siècle, notre siècle à nous, 4,5 degrés d'augmentation supplémentaire. Aujourd'hui, les experts s'accordent à dire qu'on ne dépasserait pas 2,5 degrés. Autrement dit, même sans mesures extrêmement vigoureuses, même sans une collectivité mondiale qui a un peu de mal à s'entendre, même avec des États qui traînent les pieds, on a quand même réussi à diminuer de façon significative le réchauffement climatique. Alors évidemment, 2,5 degrés, c'est trop, c'est beaucoup trop. C'est déjà quelque chose qui entraîne aujourd'hui des désordres climatiques très importants. Et, mis à part les climato-sceptiques, dont le premier d'entre eux, à savoir le président des États-Unis d'Amérique, il faut être aveugle, il faut se boucher les oreilles, voire même être un peu stupide pour ne pas constater les effets du réchauffement climatique. Alors, ces mêmes climato-sceptiques expliquent souvent que mais non, c'est pas l'activité humaine qui fait ça. Il y a toujours eu des changements climatiques, donc c'est un changement climatique comme les autres. C'est faux. Tous les experts, je dis bien tous les experts, sont d'accord pour expliquer que c'est bel et bien l'activité humaine qui entraîne un réchauffement qui n'a jamais existé avec cette ampleur.
Il y a eu des changements qui se sont produits dans le passé, mais sur des périodes très longues. Et là, nous avons un réchauffement qui ne permet pas à la nature de s'adapter. Donc, 2015, accord de Paris, le 1er décembre 2019, l'Union européenne présente le pacte vert. Alors, encore une fois, ce n'est pas un texte qu'on a présenté. C'est une orientation, c'est une politique. Le 4 mars 2020, première proposition d'une loi sur le climat. Autrement dit, mise en forme de quelque chose qui va mettre en œuvre ce qu'on avait défini théoriquement. Et puis on arrive avec la fixation du principal objectif pour l'Europe, atteindre donc la neutralité carbone en 2050. Alors 2050, ça paraît un peu loin, mais les mesures à prendre sont des mesures extrêmement fortes pour y parvenir, avec des étapes intermédiaires. Donc on a dit, il faut réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. On est à 5 ans de 2030. Et puis, par exemple, on a décidé de planter 3 millions d'arbres d'ici 2030. Alors pourquoi planter des arbres? Tout simplement parce que l'arbre, quand il est en bonne santé, il capte le carbone et il rejette de l'oxygène. Alors que nous, c'est l'inverse. Les humains, ils absorbent de l'oxygène et ils rejettent du CO2. Et comme ils sont de plus en plus nombreux, et comme ils s'agitent de plus en plus avec des machines, avec des trucs qui font des émissions de gaz extrêmement fâcheuses, avec l'intelligence artificielle, parenthèse, l'intelligence artificielle, ou prétendue telle, ça consomme une énergie colossale. Ça suppose des centres de serveurs extrêmement importants, ça suppose un réchauffement de l'atmosphère bien plus important que les serveurs précédents, etc. Alors, cet objectif-là, il a été révisé, et donc pour la COP 30 qui vient de s'ouvrir, les États membres ont réussi, pas la nuit dernière, mais la nuit précédente, après des discussions extrêmement alambiquées, à se mettre d'accord non pas sur un chiffre, mais sur une fourchette. Donc à Belém, au Brésil, puisque c'est là que se tient la COP 30, l'Union européenne va dire « Je m'engage pour 2030 à limiter les émissions de gaz à effet de serre dans la fourchette 66 à 72%. » Alors pourquoi une fourchette? Tout simplement parce que les États n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un chiffre, donc on a gardé une fourchette. Il vaut mieux une fourchette que rien du tout. En revanche, on s'est mis d'accord pour un objectif à 2040 de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 90%. 90% en 2040. Pour obtenir l'accord de tous les États membres, on a un petit peu révisé, ce qui avait été l'objet d'engagement précédent, c'est-à-dire on a rallongé certains délais, on a permis d'utiliser ce qu'on appelle les crédits carbone, j'y reviendrai, tout un tas de dispositifs qu'on allège pour permettre aux États qui sont contre, non pas contre le réchauffement climatique, mais contre les mesures qui vont avec. Alors je prends un exemple, les mines de Sibérie. Les mines de Sibérie, c'est autre chose. Non, de Silésie, en Pologne. La Pologne continue à produire du charbon et emploie plusieurs milliers de mineurs pour extraire le charbon. Et les mineurs, ils n'ont pas envie de perdre leur travail, bien sûr. Et comme on n'a pas été foutu jusqu'ici de leur faire des propositions de changement, bien la Pologne dit, moi je ne peux pas sortir de l'énergie carbonée parce que j'ai des mines de charbon, j'ai des gens
que j'emploie, etc. Et là, on touche bien du doigt la problématique. Non seulement pour empêcher les émissions de gaz à effet de serre, il faut diminuer l'utilisation des énergies fossiles, mais il ne faut pas que ça ait des impacts négatifs sur la société. Si les gens traînent les pieds, c'est parce que on va attenter à leur situation personnelle. Donc vous voyez bien que pour que le pacte vert puisse véritablement fonctionner, il faut que les mesures soient des mesures techniques, mais il faut également que ce soit des mesures sociales et économiques. Si l'économie est mise à mal dans des conditions qui empêchent la croissance, pour certains économistes, c'est pas tenable. J'y reviendrai. Et puis, quelques mots sur ce qui s'est passé, puisque, grosso modo, l'ensemble des textes définissant la politique du pacte vert se sont conclus entre 2019 et 2024. C'est là que les quelques 76 textes qui constituent le pacte vert ont été proposés, votés, puisque je vous rappelle que pour qu'un texte soit finalisé dans l'Union européenne, la Commission européenne propose, et ensuite, pour qu'un texte soit validé, il faut l'accord entre le Conseil de l'Union européenne, qui représente les États membres, et le Parlement européen, qui représente les citoyens. Eh bien, entre 2019 et 2024, on a d'abord une phase transitoire de ce qu'on appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Vous allez voir, il y a beaucoup de choses un peu compliquées à expliquer, mais je vais essayer de simplifier. Donc, ce qu'on a d'ajustement carbone aux frontières, c'est quoi ? Lorsque une activité industrielle, par exemple, émet beaucoup de gaz à effet de serre et qu'on veut lui imposer de les diminuer, ça a évidemment un coût. Alors les industriels auraient tendance à s'installer ailleurs, là où les pays sont moins regardants sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors pour empêcher cela, c'est-à-dire la fuite de carbone, eh bien on a inventé un système dans lequel, quand l'industriel irait faire ailleurs son activité, eh bien on va taxer l'activité en question dans le pays, concernant le pays dans lequel il est implanté, à la hauteur de ce que coûte la même chose sur le territoire européen. Ça va ? Vous me suivez ? Bref, en réalité, quand on parle de mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, il s'agit d'une taxe qui consiste à faire en sorte que l'industriel n'ait pas intérêt à aller ailleurs et à continuer son activité sur le territoire européen. Et quand bien même il ira ailleurs, ça va lui coûter la même chose et il ne fera pas d'économie. Et puis on a adopté ce qu'on appelle le paquet législatif ajustement à l'objectif 55. En principe, c'est en anglais, hein, c'est fit to, etc. Mais je suis bon, je vous ai tout traduit en français. Parce que le français est quand même l'une des langues officielles de l'Union européenne. D'ailleurs, quand un document sort sur le site officiel de la Commission européenne, les trois premières langues, c'est l'anglais, l'allemand et le français. Quand on est maltais, c'est plus compliqué. Donc qu'est-ce que c'est que ça ? L'ajustement à l'objectif 55, eh bien, c'était l'engagement de diminuer les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 de 5%. Et puis, on a dit on va accélérer la rénovation énergétique des bâtiments. Puisqu'il a été évidemment constaté que moins un bâtiment est isolé, et plus il faut le chauffer. Et plus il faut le chauffer,
Et si on chauffe avec le gaz par on émet des gaz à effet de serre. Et puis c'est en février 2024 que, pardonnez-moi, j'ai un rhume carabiné, donc de temps en temps, ma machine va un peu s'enrayer. Donc on a, en février 2024, fini l'objectif pour 2040 de réduire de 90% les émissions de gaz à effet de serre. Alors c'est par rapport à 1990. Vous vous souvenez que pour l'accord de Paris, la température à ne pas dépasser de 1,5 degré, c'est 5 degrés, c'était par rapport à l'époque pré-industrielle. En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la référence n'est pas la même, c'est 1990. Alors pourquoi 1990 ? C'est tout simplement par rapport à un certain nombre de textes de l'ONU, dont un truc qui s'appelle le protocole de Kyoto. Alors le protocole de Kyoto, c'est un truc qui a été signé en 1997 à l'occasion d'une réunion mondiale et qui a défini que la bonne référence pour faire des mesures sérieuses, c'était de prendre 1990, qui est une période qui était significative sur le plan de l'activité industrielle et dont on a des chiffres fiables. Donc quand on parle de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans lesquelles il n'y a pas que le CO2, il y a aussi le méthane, etc., eh bien, on prend comme référence 1990. Voilà. Alors, ici, vous avez... alors, je vais développer chaque truc, ce qui fait que je pense que j'aurai fini vers 20h30, 21h. Non, c'est peut-être pas ce qui est prévu. Là, c'est 17h, je crois. Donc, je développe pas. Je vous montre simplement que le pacte vert, il touche toutes les activités de l'Union européenne. Vous avez par exemple, ce que je viens d'évoquer, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, donc qui concerne toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, qui émettent des gaz à effet de serre. Vous avez une directive sur les énergies renouvelables. Alors c'est quoi une énergie renouvelable? C'est une énergie qui ne détruit pas la planète et qui utilise quelque chose qui ne produit pas de CO2. Par exemple, les éoliennes. Par exemple, les panneaux solaires. Donc les énergies renouvelables, c'est l'une des priorités du système. Vous avez aussi une directive concernant une infrastructure pour carburant alternatif. Alors, carburant alternatif, comprenez quelque chose qui est moins bon que l'essence ou le diesel. Vous avez un règlement sur la répartition de l'effort. Alors, quel effort? L'effort de réduction des gaz à effet de serre. Et pour répartir convenablement l'effort, on ne peut pas demander la même chose à la Suède. La Suède qui est très en avance sur les énergies renouvelables, puisqu'elle est au-delà de 50% d'utilisation en Suède d'énergie renouvelable. Alors qu'en Pologne, on peine à dépasser 10%. Vous avez l'émission de CO2 pour les voitures et les véhicules utilitaires légers. C'est ainsi qu'on a défini l'interdiction de vendre des véhicules thermiques dans l'Union européenne à partir de 2035. Objectif qui est en train d'être largement critiqué par les industriels de l'automobile, Volkswagen, Renault, etc., qui disent on va pas y arriver, c'est pas possible. Alors, est-ce possible ou pas? La question, en fait, tourne autour de la priorité. Maintenir une activité industrielle qui, à terme, plus ou moins proche, détruit la planète, ça n'a évidemment pas d'intérêt.
Donc quand un industriel nous explique qu'il n'est pas prêt pour 2035 à cesser sa vente de véhicules thermiques, la seule réponse à lui faire, c'est pas celle qu'on lui fait aujourd'hui. Mais la seule réponse à lui faire, c'est démerdez-vous. On connaît les moyens de le faire. Ça fait 30 ans qu'on sait faire des véhicules électriques. Donc si l'Union européenne a pris du retard, c'est parce que, comme d'habitude, on a attendu le dernier moment pour s'en occuper. Parce que, comme d'habitude, on invoque d'autres paramètres. Il est vrai que les industriels européens, ils ont des difficultés par les Chinoises. Les Chinois qui sont prêts à arroser l'Europe de leurs petits véhicules électriques. Je dis petits véhicules électriques de façon pas hasardeuse. Pourquoi ? Parce que si vous regardez la production européenne, eh bien, on a produit les véhicules les plus rentables, c'est-à-dire les SUV, les gros machins, tous ces véhicules qui, en fait, ne s'adressent pas au public le plus populaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un véhicule européen électrique coûte trop cher pour que les ménages modestes puissent en faire l'acquisition. Et on retombe sur la même difficulté. Comment atteindre l'objectif de neutralité carbone si les gens sont contre? Les gens ne sont pas contre la diminution des risques planétaires. Ils sont contre perdre de l'argent, entamer leur pouvoir d'achat, etc. Donc vous voyez bien la stratégie qu'il faut déployer. Il faut aller vers un allègement des émissions de gaz à effet de serre et l'accompagner de mesures à mal la société humaine en général. Et puis vous avez par exemple un système d'échange de quotas d'émissions. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Encore un truc très compliqué. Le système d'échange de quotas d'émissions, c'est un truc qui permet à une entreprise qui émet bien sûr des gaz à effet de serre de compenser cette émission par le financement d'activités vertes. Elle va donc pouvoir réduire sa facture énergétique en investissant dans quelque chose qui, par ailleurs, va réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est un peu ça le système. Tout ça est réglementé de façon à le mesurer convenablement. Voilà, j'insiste pas là-dessus. Et j'en viens à quelle est la position de l'Europe sur la scène mondiale en termes de dérèglement climatique et d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, vous voyez que les 4 puissances les plus polluantes, la Chine d'abord avec 30%, les États-Unis 11%, l'Inde près de 8% et l'Union européenne 6%. Alors après, c'est des chiffres beaucoup plus bas. Alors, on peut se poser plusieurs questions. À quoi ça sert de déployer des moyens considérables tout seul dans son coin pour 6%? Il y a des tas de gens qui se disent « Pourquoi je vais faire personnellement un effort en termes de déchets, en termes de comportement de consommateurs, tant que la Chine a ce poids considérable sur la planète ?» La réponse est simple. Ce sont des chiffres qui sont des chiffres bruts, c'est-à-dire ne sont comptabilisés dans ces chiffres que les produits ou les activités sur le territoire du pays en question. Je prends un exemple. Un Européen qui achète une chemise fabriquée en Chine, je ne cite pas ça par hasard, la comptabilisation de cette activité sera faite pour la Chine et non pas pour l'Europe. Si vous prenez en compte la totalité des produits fabriqués hors d'Europe et utilisés sur le territoire européen,
On n'est plus du tout à 6, on est au triple, voire au point de rue. Et la Chine, on peut diviser par 2 ou diviser par 3. Autrement dit encore, le poids de l'Union européenne est beaucoup plus important que son apparence en chiffres bruts. Et par conséquent, il n'est pas du tout idiot de faire des efforts au niveau européen, non seulement parce que ça a un impact significatif, mais aussi parce que ça sert d'exemple, ça sert de modèle. Quand on a commencé, après l'accord de Paris en 2015, sur le territoire européen, à prendre un certain nombre de mesures, on a été suivi par d'autres pays. C'est vrai dans tous les domaines, y compris le domaine social. L'Europe est le seul territoire sur la planète où il y a, de façon générale, des mesures sociales extrêmement importantes, des protections des citoyens extrêmement importantes. Ça sert de modèle et ça se répand. Alors à une vitesse qui n'est pas forcément satisfaisante, mais en tout cas, ça donne des signes encourageants pour l'ensemble de l'humanité. Vous avez ici, alors ça c'est en extraction, si je puis dire, directe du site de la Commission européenne. Donc si vous allez sur le site de la Commission européenne, vous allez trouver ça. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez trouver ça à la rubrique Pacte Vert, hein, bien sûr. Alors vous avez un truc qui s'appelle Repower EU. Alors qu'est-ce que c'est que ça? En bon français, j'ai pas eu le temps de tout traduire, hein, je suis désolé. Ça, c'est un accord, ou plus exactement un texte, qui tente de faire en sorte que l'Union européenne sorte de la dépendance des énergies fossiles russes. Donc c'est très précis. Alors, vous savez qu'avant la guerre en Ukraine, par exemple, l'Allemagne utilisait à hauteur de près de 50% le pétrole russe. Que seule la France, parce que la France a essentiellement une énergie nucléaire, et par conséquent, elle a beaucoup moins besoin de pétrole que les autres. Donc ce système-là, c'est un système qui consiste à prendre des mesures pour empêcher de continuer à utiliser les énergies fossiles russes. Alors on a commencé par le pétrole et on a pris des sanctions. Alors on voit bien la relation directe entre le pacte vert et la géopolitique en général, parce qu'on ne peut pas toucher à toutes ces questions de dérèglement climatique sans que ça ait des conséquences en termes de relations internationales. Donc il est évident que les sanctions qui ont été prises contre la Russie, c'est pas que pour le pacte vert. C'est d'abord pour sanctionner la Russie parce qu'elle a agressé l'Ukraine de façon déraisonnable et l'Union européenne se devait de prendre ce genre de mesures. Mais il se trouve qu'en même temps, ça a un impact sur les objectifs du pacte vert. Donc pour diminuer la dépendance aux énergies fossiles russes, eh bien, on a commencé à utiliser d'autres fournisseurs. On a commencé aussi à diminuer tout simplement les énergies en général. Parce que parmi les moyens d'éviter le réchauffement climatique, il y a tout simplement la sobriété. Parce qu'on ne peut pas continuer à consommer comme on consomme en Europe si on veut véritablement que la planète soit encore habitable à la fin du siècle. On a sorti un truc qui s'appelle le plan industriel du pacte vert. Donc ça, c'est un ensemble d'engagements pris pour aider les entreprises à sortir des énergies fossiles, à leur permettre de faire les investissements nécessaires pour utiliser d'autres énergies que les énergies fossiles, etc. Et tout ça s'inscrit dans la politique d'affrontement à la crise énergétique, c'est-à-dire à la fois
Encore une fois, envisager la frugalité, cesser de consommer à tort et à travers, et puis trouver des énergies renouvelables. Et à cet égard, au passage, la France a obtenu que soit considérée comme une énergie, sinon renouvelable, en tout cas décarbonée, l'énergie nucléaire. Là, on s'était un peu affronté avec les Allemands, qui considéraient qu'eux étaient sortis du nucléaire et que par conséquent, la France ne devait pas pouvoir utiliser comme une énergie décarbonée l'énergie nucléaire. On est arrivé à un accord. Et puis alors, vous avez tous ces chantiers qui contribuent donc à l'atteinte du fameux objectif qu'il faut toujours avoir en tête, neutralité carbone en 2050. Alors, neutralité carbone, c'est très simple, hein. Ça veut dire que tout le CO2 émis doit être absorbé quelque part, soit réellement, soit de façon transitoire. Alors, bien sûr, il y a le chantier climat. Alors, sur le chantier climat, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous avez ici quelque chose d'assez simple. Vous avez la réglementation qui a été renforcée. Donc, par exemple, alors il n'y a pas tout, hein. Nouvelles normes d'émissions de CO2 pour les camions et les bus. Alors, les nouvelles normes, c'est des normes qui s'imposent au secteur. Alors, il y a des délais pour s'adapter, mais en tout cas, ce sont des mesures obligatoires. Mesure obligatoire aussi, fin de la vente des voitures thermiques neuves en 2035. Alors, les industriels ont beau faire des pieds et des mains pour essayer de repousser l'échéance, il faut tenir bon. Parce qu'ils ne seront pas plus prêts en 2040 qu'en 2035. Donc si on ne fixe pas à un moment donné de façon autoritaire les choses, on n'avance pas. Vous avez des mesures renforcées pour les États membres. C'est-à-dire que l'Union européenne met des sous dans la machine pour réduire la consommation d'énergie. Donc comment on fait? On regarde un peu partout comment font les États. On regarde ce que fait la Suède, qui est en avance sur le sujet, et on dit à la Pologne, regardez ce qu'a fait la Suède, faites la même chose. Donc la première façon de faire, c'est l'exemplarité. Et puis, bien sûr, diminution des émissions de CO2, c'est-à-dire tous azimuts, on regarde comment faire, quelles pratiques mettre en œuvre pour diminuer les émissions de CO2. Par exemple, localement, il y a des choses toutes bêtes. Quand, dans le cadre du projet Inspire à Clermont-Ferrand, qui consiste à revoir le système des transports en commun notamment, quand on refait les trottoirs, eh ben, on les fait plutôt clairs que foncés. Parce que ça renvoie le rayonnement solaire et ça chauffe moins. Quand on plante des arbres, ça permet d'absorber le CO2, etc. Et puis, des mesures concrètes. Alors, dans les mesures concrètes, il y a mieux suivre les absorptions de carbone, c'est-à-dire s'intéresser à tout ce qui permet d'éliminer le carbone dans l'atmosphère. Il n'y a pas que les arbres. Il y a d'autres moyens. Il y a les océans. Alors pour que les océans absorbent le CO2, il faut arrêter de les abîmer. Il faut arrêter de déverser des saloperies dans l'océan. Il faut arrêter le plastique. Alors pas facile, hein, parce que regardez, même moi, qui suis un écologiste convaincu, j'ai évidemment tout un tas de trucs en plastique. Alors, je vais boire un coup, si vous permettez. Donc, le plastique, on l'a partout. Alors, le plastique en soi, c'est pas dramatique. Ce qui est dramatique, c'est ce que ça donne quand c'est un déchet. Il faut 400 ans, minimum,
pour qu'un bout de plastique disparaisse dans l'atmosphère, dans la Terre. Il est évident qu'on ne peut pas continuer à déverser le plastique de façon absolument gigantesque sur la planète. On va finir par être étouffé par le plastique. C'est le cas d'ailleurs dans certains pays, et comme par hasard, les pays pauvres. Donc, les mesures concrètes, c'est aussi mettre en place le marché carbone européen élargi à de nouveaux secteurs. Bâtiment, transport. C'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ou taxe carbone, je vous en ai déjà parlé. Et puis c'est carburant moins polluant pour les transports maritimes et aériens. On devait aller au transport terrestre au 1er janvier 2027, dans le cadre du compromis qui a été passé pour présenter une copie présentable à la COP 30, on a accepté, pour avoir l'accord de la Pologne, de la République tchèque, etc. Je ne parle pas de la Hongrie, j'y reviendrai à la Hongrie. Parce que s'il y a un empêcheur de tourner en rond dans l'Union européenne, c'est bien la Hongrie. Voilà. Mais M. Orban n'est pas immortel. Je ne parle pas de sa intégrité physique. Je ne veux de mal à personne. Je dis que les régimes, ça passe. Et que comme les autres, les régimes à la Orban ou à la Poutine, ça va forcément disparaître un jour. Mais ça, c'est autre chose. Je ferme la parenthèse. Donc, on devait passer au terrestre au 1er janvier 2027. On l'a repoussé au 1er janvier 2028. Bon, on perd un an. Pour obtenir un accord à présenter de façon valable dans une réunion internationale, il vaut mieux perdre un an que de ne pas avoir d'accord du tout. Vous avez ici un truc qui s'appelle le Fonds social pour le climat. Qu'est-ce que... Alors, le Fonds social pour le climat, eh ben, c'est la démarche dont j'ai parlé tout à l'heure, consistant à aider les pays, les régions, les gens à faire la transition. Subventionner des activités pour ne pas obtenir des résistances fortes à la transition énergétique. Encore une fois, pour passer à la voiture électrique, ben, le citoyen, il faut que ça lui coûte de telle sorte qu'il ait les moyens de le faire. Alors on a pris du retard. Si les constructeurs européens s'étaient réveillés un peu plus tôt sur la fabrication de véhicules automobiles petits et pas chers, eh ben, on ne serait pas assommé par la concurrence chinoise. Il faut rappeler tout de même qu'il n'y a pas que la concurrence au sens agressivité de l'extérieur. Il y a aussi la stupidité intérieure de stratégies qui ne sont pas bonnes. Si l'ensemble des constructeurs européens a failli sur les petits véhicules, ce n'est pas à cause des Chinois. Donc ce truc, ça consiste à indemniser de façon ciblée, évidemment, et efficace, les activités, les entreprises, voire les citoyens, pour que cette transition énergétique puisse se faire convenablement. On a mis des sous, évidemment, parce que tout est une question de sous. Donc à partir de 2026, le Fonds social, c'est 65 milliards d'euros de la part de l'Union européenne, et avec la contribution des États membres, sur la période 2026-2032, on arrive à 86,7 milliards d'euros. C'est pas rien. Après, vous avez l'énergie. Alors, sur l'énergie, voilà l'état actuel. Alors, quand je dis actuel, les chiffres sont des chiffres 2023. Ils viennent de sortir. Il y a évidemment un décalage pour que les chiffres soient fiables, consolidés, etc.
vous avez donc ici ce qu'on appelle l'énergie brute disponible dans l'Union européenne. Brute, ça veut dire que ce n'est pas corrigé par des facteurs extérieurs au sujet. Alors vous voyez que le pétrole domine toujours à 37,7%. Et d'ailleurs, c'est hélas en augmentation, puisque en 2021, on était à 35. Donc pour l'instant, on a un peu de mal à sortir du pétrole. Le gaz naturel, c'est 20,4. Là, on a diminué. On était à 22, 23. Les énergies renouvelables, donc ça nous intéresse au premier chef. Là, on était à 9% il y a 20 ans. On était à 14 et quelques il y a 2 ans, enfin en 2021. Et là, en 2023, on est à 19,5. Donc on progresse. Le nucléaire, c'est essentiellement le nucléaire français. Et puis le charbon, on a un petit peu encore augmenté. Mais ça devrait s'arranger, bien évidemment. Et puis là, vous avez autres fossiles, c'est négligeable, et les déchets non renouvelables, 1%. Et ça, pour en sortir, pour continuer à faire des progrès, on a un autre fonds qui s'appelle le Fonds pour une transition juste. Comment ça marche? Donc vous avez une dotation de 17,5 milliards d'euros répartis en fonction de ceux qui en ont le plus besoin. Par exemple, la Pologne. La Pologne qui, encore une fois, a du mal à sortir du charbon pour les raisons que j'ai déjà évoquées. La Roumanie, qui a des difficultés du même ordre. Et puis l'Allemagne, l'Allemagne aussi, puisque l'Allemagne continue à utiliser des centrales thermiques, puisqu'elle avait décidé de sortir du nucléaire. Alors est-ce qu'elle a bien fait ou pas bien fait, c'est pas le sujet, c'est son problème. Enfin, elle ne peut pas maintenant venir nous dire que le nucléaire c'est pas bien, puisqu'il faut bien constater que le nucléaire est une activité, une énergie décarbonée. Alors, reste un problème. Qu'est-ce qu'on fait des déchets? Alors, les déchets, alors il y a des élucubrations type Elon Musk qui dit il suffit d'aller les enterrer dans Mars, dans Saturne. Ah oui. Alors, on va dépenser pour faire ça une énergie telle que... Bon, passons. Ça consiste donc à aider non seulement un certain nombre d'activités, mais les territoires, directement les territoires. Alors, quand on dit les territoires, on veut dire les régions. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer par la case pays, on va aller directement financer telle ou telle région. On va évidemment s'intéresser à des activités qu'il faut décarboner, et on va évidemment ne pas soutenir du tout les énergies fossiles, le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. On veut bien considérer que l'existant fait partie du décarboné, mais on ne va pas continuer quand même à fabriquer des déchets nucléaires. Et puis le secteur du tabac. Ensuite, on a environnement et océan. Alors, sur l'environnement et les océans, là aussi, il y a beaucoup de textes qui ont été mis en place, et tout ça s'inscrit dans un truc qui s'appelle LIFE. En français, vie. Vous avez remarqué que tout est en train de se transformer en anglais. Par exemple, l'université de Clermont-Ferrand, elle a construit un bidule pour les étudiants. Ça s'appelle pas bibliothèque, ça s'appelle je ne sais plus quoi, enfin un terme anglais. Alors la bonne nouvelle, les Américains, ils font la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils truffent leur anglais d'expressions françaises. Rendez-vous, par exemple. J'ai un rendez-vous. Bon, voilà. Alors, dans le programme LIFE, il y a notamment le soutien à quelque chose qui s'appelle Natura 2000. Ça vous dit quelque chose? Non. Donc, toutes les actions déployées pour préserver l'environnement
et faire en sorte que les océans retrouvent quelque chose de convenable, on fait des investissements précis, concrets, notamment dans le réseau Natura 2000. Alors l'objectif, il est très simple, hein, c'est pour protéger la biodiversité et les écosystèmes, évidemment. Sur l'agriculture, alors l'agriculture, c'est un sujet très compliqué, donc je ne vais pas vous faire un développement très important, je vais simplement vous dire que le secteur le plus difficile à faire changer dans la transition énergétique, c'est l'agriculture, pour des tas de raisons. D'abord parce que l'agriculture est en grande difficulté, en dehors même des questions énergétiques et de dérèglement climatique. En plus, on a des accords de libre-échange qui sont éventuellement mal construits. Si les agriculteurs sont vent debout contre l'accord de libre-échange Mercosur, c'est pas une fantaisie, ils ont raison. Prendre un accord avec, par exemple, le Brésil ou l'Argentine pour faire venir en Europe une viande dont les normes ne sont pas les mêmes que les normes européennes, et le tout d'ailleurs avec des transports qui émettent des gaz à effet de serre, c'est stupide. Il n'y a pas que ça dans l'accord Mercosur. On va dire que c'est une petite dérogation qui est faite pour avoir un accord général d'échange avec l'Amérique du Sud pour contrecarrer la concurrence chinoise. En termes géopolitiques, c'est une bonne approche. Mais on n'a pas été suffisamment attentif à des clauses, ce qu'on appelle des clauses miroirs, c'est-à-dire une clause qui empêche que quelque chose qui vient de l'extérieur ne respecte pas absolument les normes intérieures de l'Union européenne. Donc l'agriculture, il y avait un projet qui s'appelait de la ferme à la table, ou de la ferme à la fourchette, et qui consistait à avoir un système alimentaire sain, une agriculture décarbonée, l'arrêt de l'utilisation des pesticides, etc., etc. Alors tout ça, c'est bien gentil, mais comme les mesures d'accompagnement ne sont pas au rendez-vous, ça ne marche pas. Donc pour l'instant, tout le volet agriculture est en panne, tout simplement en panne. Sur les transports, les phrases ronflantes, c'est pas les miennes, hein, c'est celles de l'Union. Sûr, efficace et respectueux de l'environnement. Évidemment, il vaut mieux. Donc il y a d'une part l'aspect réseau de transport en commun, donc développement des trains à grande vitesse sur le territoire européen, interconnexion des différents moyens de transport, faire en sorte que quand on arrive à la gare de Pétaouchnok, il ne faut pas changer la locomotive parce que l'écartement des rails n'est pas le même. Bon. Faire en sorte que les canaux pour le transport maritime soient bien reliés les uns aux autres. Et puis, veiller à ce que les émissions de gaz à effet de serre soient réduites de façon significative. Actuellement, le secteur des transports est le secteur le plus polluant. 30% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des transports. Donc c'est un sujet largement prioritaire. L'industrie. Alors l'industrie, quelques précisions. Madame von der Leyen, elle est là aussi, présidente de la Commission européenne, hein, pour ceux qui l'auraient éventuellement oublié. Donc, à Davos, le 17 janvier 2023, alors Davos, vous connaissez, hein, c'est l'endroit où se réunissent les grandes entreprises pour parler entre elles de ce qu'il faut faire pour développer ceci, développer cela. Ça n'a rien de démocratique, rien. Donc moi, la première observation, c'est qu'est-ce que Madame von der Leyen allait faire dans cette galère. Parce que Davos, c'est le symbole d'un capitalisme arrogant
qui s'affranchit des règles démocratiques en inventant des choses qui peuvent être éventuellement tout à fait satisfaisantes, mais sans contrôle démocratique. Donc, personnellement, je n'accepte pas que le sort de la planète dépende du bon vouloir, aussi gentil soit-il, de tel ou tel dirigeant d'entreprise. Bref, à Davos, elle a présenté un truc qui s'appelle le plan industriel pour le pacte vert. Je vous en ai parlé tout à l'heure dans les chantiers qu'on a vus. Alors, c'était d'abord la réponse à la loi américaine sur la subvention des entreprises pour combattre l'inflation. On est au lendemain des conséquences de la pandémie. Les entreprises américaines sont en difficulté et donc Biden, le président précédent, met en place un plan de 360 milliards de dollars de subventions pour les entreprises, ce qui évidemment met un peu à mal les entreprises européennes. D'où ce plan, entre autres, pour évidemment favoriser les technologies. Pour s'intéresser à l'approvisionnement en matières premières, on a une vraie difficulté en Europe. On n'a pas ce qu'on appelle des métaux rares. Il faut les acheter ailleurs. Mais en revanche, on peut peut-être chercher un certain nombre de trucs. Vous avez peut-être vu que dans l'Allier, on va peut-être mettre en place une extraction de lithium. Alors évidemment, les gens du coin n'en veulent pas. Parce que c'est comme d'habitude. Hein. Moi, je veux bien avoir des trucs, mais à condition que ça soit fait ailleurs. Les Bretons, par exemple, n'ont jamais voulu du nucléaire. Ils n'ont pas de nucléaire. Mais il n'empêche qu'ils en profitent pour s'éclairer. Bon, bref, j'ai rien contre les Bretons. Donc l'approvisionnement en matières premières, ça suppose d'essayer d'avoir des possibilités internes à l'Union européenne, et ça suppose de gérer convenablement les achats extérieurs. De même qu'on a un problème avec la production des semi-conducteurs, ou les puces. Hein, alors ça s'appelle le CHIPS Act. Ça n'a rien à voir avec les frites. Les chips et puces. Donc c'est un dispositif qui consiste à développer en Europe la fabrication des semi-conducteurs pour ne plus être totalement dépendant de la Chine. Évidemment, on a trop attendu. Pendant des décennies, c'était très pratique d'avoir l'atelier chinois qui nous fabriquait tout ce dont on nous avait besoin à bas prix. Et puis pendant ce temps, nous, on supprimait tous les sites industriels en Europe. Aujourd'hui, le réveil est un peu douloureux. Il vaut mieux se réveiller que continuer à dormir. Voilà pour l'industrie. Et puis, recherche et innovation. Alors, je vais en dire deux mots un peu plus tard à propos de ce qu'on appelle le rapport Draghi, mais sur le chantier qui est mis en avant, c'est tout simplement le constat que l'Europe est en retard dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Sauf que, grâce à la... J'ai failli dire une grossièreté. Grâce à l'attitude de M. Trump, on voit arriver des chercheurs américains. C'est l'une des conséquences étranges de la politique de gribouille de ce monsieur. Mais en tout cas, sur le plan global, on a du retard et il faut donc investir dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Finance et développement régional. Ça c'est l'idée selon laquelle il faut sortir de la technique qui consiste à financer un pays. Il faut cibler les territoires, là où il y a vraiment un problème, là où il y a des initiatives intéressantes. Et c'est mieux à l'échelle régionale qu'à l'échelle nationale. Voilà. Et puis enfin, un truc qui n'est absolument pas connu, le nouveau Bauhaus européen. Est-ce que Bauhaus, ça vous dit quelque chose? Ah, bravo.
Parce qu'en général, mais il est vrai qu'ils sont plus jeunes que vous. Alors, le Bauhaus, en deux mots, création en 1919 d'une école d'architecture en Allemagne, à Weimar, une école d'architecture avec des orientations extrêmement, avec des méthodes pédagogiques révolutionnaires, bref, quelque chose qui conduit à une créativité remarquable. Bien évidemment, ça se développe jusqu'à ce qu'en 1933, un certain monsieur Hitler dise « Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc dégénéré ?» Donc, fermeture du Bauhaus en 1933. Alors, on s'est inspiré de cela, pourquoi ? Pour mettre en place un concours au niveau européen pour couronner des initiatives prises individuellement par des créateurs de préférence jeunes. Donc, initiative créative et interdisciplinaire. Donc, ça ne concerne pas que l'architecture, mais toute proposition susceptible de faire avancer de façon pratique, concrète, la manière de résoudre le dérèglement climatique est bienvenue et couronnée chaque année par un prix. Alors, c'est pas des sommes colossales, mais ça permet de faire foisonner les idées. Voilà. Alors, venons-en maintenant à ce qu'on appelle les priorités de l'Union européenne. Je ne sais pas si vous vous souvenez que dans une conférence précédente, je vous avais parlé des priorités de la mandature 2019-2024. Il y en avait 6. Et la première des priorités, c'était le pacte vert. Là, pour la mandature actuelle 2024-2029, on en a plus 6, on en a 7. Et le pacte vert n'est plus la priorité des priorités. Là, on a 2 priorités mises en avant. La compétitivité et la défense et la sécurité. Alors, la défense et la sécurité, je ne vous en parle pas aujourd'hui, puisque je vais vous en parler le 4 décembre. Donc, je m'intéresse d'abord à la compétitivité. Alors, on a toujours le pacte vert, mais comme c'est plus la priorité des priorités, vous allez voir que la compétitivité lui met un peu du plomb dans l'aile. Alors, un constat qui a été fait par M. Draghi. Alors, qui c'est M. Draghi? M. Draghi, c'est un économiste italien qui a été président du Conseil italien, qui a été directeur général de la Banque centrale européenne. C'est un monsieur dont les connaissances et la compétence sont reconnues au niveau international. Et ce monsieur, il a constaté, dans un rapport qu'on lui avait demandé, il ne l'a pas fait tout seul dans son coin, il a constaté que la compétitivité européenne est en retard par rapport à ses grands concurrents pour plein de raisons, parmi lesquelles il y a la bureaucratie lourde, le manque d'investissement, le manque de coordination, autrement dit, chaque État membre fait un peu ce qu'il veut dans son coin dans le domaine économique, et voici quelques chiffres qui l'illustrent. Je m'intéresse évidemment aux 3 premières puissances, États-Unis, Chine, Union européenne. En termes de produit intérieur brut, la première puissance, c'est les États-Unis, loin devant, avec 26% de la part mondiale. Et puis, dans un mouchoir, la Chine et l'Union européenne. Mais, si on regarde un autre chiffre, à savoir le taux de croissance, on voit que les États-Unis sont à 3%, la Chine à plus de 5%, tandis que l'Union européenne est à 0,5%. Voilà. Donc, si l'Union européenne est en perte de vitesse, c'est parce qu'elle se traîne dans un tas de domaines qui font que son activité économique, elle est plombée par des comportements qui ne sont pas à la hauteur des défis qui lui sont lancés.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, j'en profite pour dire que ça concerne tous les domaines. Par exemple, le domaine militaire. Alors, je vous en reparlerai encore une fois le 4 décembre, mais dans le domaine militaire, 3 chiffres. Investissement par an des États-Unis d'Amérique, 886 milliards de dollars. La Chine, 300 ou 400, l'équivalent de 300 ou 400 milliards de dollars. L'Union européenne, 14 milliards. D'accord? Une fois qu'on a dit ça, on voit bien que quand les États-Unis d'Amérique, ou plus exactement le président des États-Unis d'Amérique, décide tout seul, sans l'aval du Congrès, de stopper les fournitures d'armes à l'Ukraine, l'Europe est en difficulté. On n'a pas les moyens de compenser l'aide américaine. Je referme cette parenthèse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc pour la compétitivité? 2 rapports avaient été demandés. Outre le rapport Draghi, un autre rapport à M. Enrico Letta. Le rapport Letta, c'était sur le marché unique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le fonctionnement du marché unique? Quant à M. Draghi, la question qui lui avait été posée, c'est comment améliorer la compétitivité de l'Union européenne? Alors, en 2 mots, M. Letta, il dit le marché unique, ça marche très bien. Mais il y a quand même une difficulté majeure, c'est qu'il n'y a pas de marché de capitaux. Les capitaux, ils sont détenus par chacun des États membres, donc on n'a pas l'effet mutualiste qui pourrait être obtenu si on avait un dispositif au niveau de l'ensemble de l'Union européenne. Bon, il dit d'autres choses, mais je ne développe pas, surtout que je suis en retard. Le rapport Draghi sur la compétitivité, il dit 2-3 choses très simples. 1, votre gouvernance, elle est nulle. Parce que, par exemple, la règle de l'unanimité pour prendre une décision, comment voulez-vous que ça marche? Il suffit qu'il y ait un Hongrois dans une réunion pour qu'il faille 36 jours pour arriver à quelque chose, en ayant l'obligation d'ailleurs de lui lâcher quelque chose. Et quand on lâche des subventions non méritées à la Hongrie, qu'est-ce qu'elle en fait, la Hongrie, ces subventions? Elle achète du pétrole aux Russes. Donc, d'un côté, on prend des sanctions contre la Russie, et de l'autre, on finance la guerre russe à travers la Hongrie. D'autre part, M. Draghi, il dit qu'il n'y a pas assez d'investissement dans tous les domaines, y compris la recherche et l'innovation. Il faut investir. On a chiffré. Ça coûte 800 milliards d'euros par an. Alors évidemment, on a sué à grosses gouttes pour obtenir le plan de relance post-pandémie pour soutenir les États qui avaient été mis en difficulté. Donc on a transpiré à grosses gouttes pour obtenir quelque chose à la hauteur de 750 milliards d'euros en une fois, pas par an. Et comme l'Union européenne n'est pas dotée d'institutions suffisamment musclées pour obtenir des prêts, pour faire des subventions, pour faire des investissements, on est dans la difficulté. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le Conseil européen réuni à Budapest, c'est pour ça qu'on l'appelle la déclaration de Budapest, en novembre 2024, il y a un an, il a dit oui, très bien les 2 rapports. On approuve. Madame la Présidente de la Commission européenne, mettez-nous ça en musique. Bon. On a mis en place une politique qui consistait d'une part à combler l'écart en matière d'innovation avec la Chine et les États-Unis, pétition en principe, réduire les dépendances excessives et renforcer la sécurité. Donc c'est là qu'on trouve Repower, lutte contre la dépense à l'égard des énergies fossiles russes. Et puis, on a mis en place 3 initiatives phares en matière de politique énergétique et industrielle. Première initiative, janvier 2025, le pacte industrie propre. On se gratte la tête et on dit, attendez, on a déjà un plan industriel vert.
Donc qu'est-ce que c'est que ce pacte industrie propre? Quand on regarde de près, c'est la même chose en moins contraignant. Et là, on commence à avoir un petit... selon laquelle, dans le jargon européen, quand vous lisez vert, c'est bien dans le cadre des objectifs de réduction des gaz à effet de serre, etc. Quand vous lisez propre, c'est quelque chose qui est en recul, par rapport au vert. Alors en recul pour permettre la compétitivité aux yeux des entreprises, c'est-à-dire faire en sorte que les entreprises puissent le faire à moindre coût. Et ça a donné ce qu'on appelle le paquet omnibus. Alors omnibus, rien à voir avec le train Paris-Clermont-Ferrand. Alors le paquet omnibus, on appelle omnibus une loi dans laquelle se trouvent en un seul texte plusieurs sujets qui n'ont pas forcément de relation entre eux. Qu'est-ce qu'on a mis là-dedans? Simplification réglementaire ou report d'échéance. Le constat ayant été fait par M. Draghi, qu'il fallait simplifier la bureaucratie, alléger tout ce qui pèse sur les entreprises, on est allé plus loin que ce que M. Draghi disait. Attention, ne touchez pas au pacte vert, parce que le pacte vert, c'est essentiel. Encore une fois, mettre en place des dispositifs qui bousillent la planète, c'est pas une bonne idée. Donc M. Draghi n'a jamais dit qu'il fallait toucher au pacte vert. La Commission européenne, si. Donc là-dedans, vous avez l'attaque en règle de tout ce qui, dans le pacte vert, avait notamment une dimension sociale. Mais pas seulement. Alors il y a deux textes notamment qui sont attaqués de façon frontale. C'est ce qu'on appelle l'obligation de compte rendu des activités d'une entreprise en termes de conséquences sur les émissions de gaz à effet de serre, et un autre texte qui s'appelle le devoir de vigilance et qui consiste à rendre une entreprise non seulement responsable en termes de conditions de travail, conditions de rémunération, les salariés de l'entreprise en interne, mais également des sous-traitants et des fournisseurs. Alors tout ça vient, le devoir de vigilance, c'est une invention française. C'est un texte de 2017 qui a été voté par le Parlement et qui a résulté de ce qui s'était passé au Bangladesh dans l'entreprise Plaza. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Donc l'entreprise en question, entreprise de fabrication de vêtements à bas prix, donc incendie de l'entreprise qui était évidemment absolument mal équipée, les issues de secours étaient inaccessibles, pratiquement que des femmes. Donc cette entreprise travaillait pour des grandes boîtes, des grands fabricants européens de vêtements. Donc ces deux textes qui sont mis à mal et dont on réduit considérablement la voilure, c'est sous prétexte de simplification. Alors, le Parlement européen consulté sur ces sujets, dans un premier temps, a dit non. Parce que la majorité pro-européenne du Parlement a dit non. Et puis, c'était une autre majorité d'alliance ponctuelle entre la droite classique, ce qu'on appelle le PPE au Parlement européen, et les partis eurosceptiques, donc alliance un peu discutable, pour obtenir un vote de simplification un peu outrancière de ce qui avait été fabriqué dans le pacte vert. Et donc en 2025, l'actualité immédiate, c'est la présentation de la boussole pour la compétitivité. Je viens d'en parler, je ne vous ai pas dit que ça s'appelait la boussole de la compétitivité, mais vous l'avez vu en titre.
La Commission européenne présente la directive Omnibus, donc le 26 février. Le 1er avril 2025, dans un vote alliance droite-extrême droite, on accepte la procédure d'urgence, ce qu'on appelle la procédure d'urgence au Parlement européen. C'est une procédure accélérée pour voter des textes de façon plus rapide que d'habitude. On les met sur le dessus de la pile, si vous voulez. Le 13 octobre, la commission juridique du Parlement européen trouve un compromis pour le contenu de la révision des textes dont je viens de parler. Et puis, contre toute attente, le 22 octobre 2025, il y a quelques jours, le Parlement a rejeté la proposition en question. Alors, quand on dit compromis jury en vue transmission en trilogue, pour traduire ça en bon français, la commission juridique du Parlement européen a trouvé un compromis qui ensuite devait être discuté entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne, avec la Commission européenne. Donc c'est ça un trilogue, ok ? Donc le Parlement européen du 22 octobre 2025, il a dit non. On n'en veut pas de votre truc, à quelques mois près. Alors, c'est pas forcément une bonne ou une mauvaise nouvelle, parce qu'on peut identifier, alors on peut pas décompter de façon très ciblée, parce que les votes sont des votes, non pas par groupe, mais par eurodéputés, dont on ne connaît pas forcément l'identité. Sauf ceux qui disent j'ai voté ceci ou j'ai voté cela. Mais on peut extrapoler que ce rejet, il est l'addition des partis de gauche, y compris l'extrême gauche, et des partis de l'extrême droite. Donc qu'est-ce que ça va donner? Le 13 novembre, dans quelques jours, le projet va revenir devant le Parlement européen pour un nouvel examen, de nouveaux amendements, etc. etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure à ce stade? Quand je dis normes environnementales et sociales en Europe, vous avez compris qu'il est impossible de faire avancer les sujets comme le pacte vert si on ne prend pas en compte la dimension sociale de l'impact de la transition énergétique. Sur pacte vert et droits humains, on peut se dire, mais quel est le rapport entre une question technique comme la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les droits humains? Pourquoi le devoir de vigilance a-t-il été mis en place pour obliger les entreprises à s'intéresser à ce qui se passe en amont et en aval de leur activité? Tout simplement parce que quand il n'y a pas de contrôle de l'activité économique dans des secteurs défavorisés, quand il n'y a pas de loi, quand il n'y a pas de vérification, eh bien il se passe n'importe quoi. On a des conditions de travail épouvantables et on a évidemment la détérioration de l'environnement. Ça va avec. Quand on ne peut pas savoir comment une entreprise fabrique ceci ou cela, eh ben, elle travaille au moindre coût. Et le moindre coût, c'est souvent le maximum de pollution. Donc les droits humains ne sont pas détachables de l'objectif du pacte vert européen. Le climato-scepticisme. Alors j'en ai déjà dit 2 mots à l'entrée, je me contenterai de dire que malgré l'augmentation inquiétante du climato-scepticisme, il y a des tas de gens qui, pour des raisons plutôt idéologiques d'ailleurs, pensent que le réchauffement climatique n'est pas lié à l'activité humaine. Alors, soit ils le pensent par intérêt, parce que leur activité est une activité polluante et ils n'ont pas tellement envie de changer leurs habitudes, parce que vous et moi, pour faire des efforts de sobriété, ça veut dire qu'il faut un peu se serrer la ceinture et c'est pas forcément. Donc le climato-scepticisme est la dimension mortelle pour le pacte vert. Et enfin,
concilier compétitivité et pacte vert, c'est possible. C'est tout à fait possible si on s'y prend correctement. C'est-à-dire si on n'impose pas une bureaucratie inutile, si on met en place des subventions à la hauteur des transformations qu'on espère, et en tout cas, si on veut pouvoir respirer un peu mieux sur cette planète, il faut avoir en tête ce que disait le pape François dans Laudato Si, encyclique, 192 pages. C'est l'ouvrage le plus pertinent, y compris au niveau scientifique, parce qu'évidemment, François n'avait pas écrit ça tout seul. C'est l'ouvrage le plus pertinent sur la dégradation de l'environnement sur la planète et ce qu'il faut faire, pas seulement au niveau des gouvernances, pour y arriver. Donc il disait le cri de la terre et le cri des pauvres ne peuvent plus attendre. C'est pour ça que repousser les échéances, mettre à mal ce qui avait été défini pour gagner quelques clopinettes par-ci par-là, c'est irresponsable. Donc, mesdames et messieurs, le pacte vert européen, pour qu'il puisse continuer à faire le travail nécessaire d'amélioration de la situation sur le territoire européen et d'égalité au niveau mondial, il faut le défendre bec et ongle. Merci de votre attention. Avez-vous des questions? C'est une question qui m'est venue à l'esprit suite au beau os. Je me disais, tiens, dans tout ça, il y a juste un petit point pour la culture. Et ceci enchaîne une autre question. C'est quand même important d'être cultivé, c'est-à-dire d'avoir à la fois une représentation du passé et du présent pour pouvoir imaginer l'avenir et d'avoir, bien évidemment, non seulement des adultes, mais des étudiants et des enfants qui sont sensibilisés à ça. Or, est-ce qu'il y a quelque chose sur le plan européen qui s'adresse par rapport au pacte vert à l'éducation, non seulement des députés, mais des jeunes, des étudiants, etc., etc. Alors la réponse est simple. La compétence de l'éducation n'est pas de l'Union européenne, elle relève des États membres. Alors l'Union européenne, dans ce domaine, n'a qu'un rôle, je dirais, de facilitateur, de réunir un certain nombre d'éléments pour dire voilà les meilleures pratiques, mais ça ne fait absolument pas partie du pacte vert, parce que d'abord c'est pas le sujet, et ensuite, dans d'autres domaines, on peut dire que le rôle de l'Union européenne se limite à faire des statistiques et à les partager en termes de moins mauvaises pratiques. J'ose pas dire meilleures pratiques, moins mauvaises pratiques. C'est l'un des travers de la manière dont fonctionne l'Union européenne. Dans un État fédéral, ça se passerait probablement mieux. Encore qu'on voit bien qu'il y a certains États fédéraux où il se passe des choses tout à fait désagréables, y compris pour l'éducation. D'autres questions? Oui, apparemment. Alors, soit j'ai été très clair, soit ils sont assommés. Vous parlez de défendre bec et ongle le pacte vert. Mais vous n'avez pas dit comment. Comme d'habitude, c'est-à-dire, alors il y a tout un éventail d'attitudes. Alors évidemment, il y a le militantisme, c'est-à-dire ça va de la manifestation dans la rue, comme le font des jeunes. Hein. On dit les jeunes ceci, les jeunes cela. Mais les jeunes sont en pointe sur la protestation concernant la planète qu'on abîme. Donc il y a ça, il y a l'intervention auprès des élus, et puis il y a le discours qu'on tient dans son environnement.
l'attitude qu'on a soi-même et qui peut servir de témoignage. Moi, je crois beaucoup à l'influence de n'importe qui sur tout le monde. Je crois beaucoup que quand on dit, par exemple, à Suzanne qu'on pourrait peut-être s'entendre sur le traitement des déchets et constater qu'on en a trop, et regarder comment on peut améliorer le sujet. Il y a le compostage. Il y a, en fait, au niveau individuel, ça commence par ne pas baisser les bras, en se disant qu'est-ce que ça pèse de ce que je peux faire moi dans mon coin. Ça commence comme ça. Je pense que la motivation additionnée de tous les individus peut faire avancer les choses. D'ailleurs, elles avancent. Hein, je vous rappelle, on avait dit 4,5%, on est à 2,5%, c'est pas terrible, mais c'est mieux que ce qui était prévu. Continuons comme ça. Puis on peut faire des conférences.